Alors aujourd'hui, j'entame une nouvelle série dédiée au burn-out. Ce mal ronge le milieu professionnel, tout secteur confondu, depuis plusieurs décennies. Et pour en parler, j'ai invité un spécialiste de la question que je vais interviewer donc sur ce sujet-là, qui s'appelle Jérémy le Frugaliste. Alors Jérémy, je l'ai déjà interviewé. Si tu sais pas qui c'est, voilà, si tu veux découvrir qui il est, j'ai fait une vidéo d'interview de présentation. Voilà, le lien apparaît maintenant en haut à droite de ta vidéo. Tu mets cette vidéo sur pause, hein, si tu veux vraiment savoir qui c'est, tu mets cette vidéo sur pause et puis tu cliques en haut à droite et tu vas voir la vidéo d'interview de présentation et puis après tu reviens ici voilà, sur cette vidéo. Tu peux faire l'inverse aussi, c'est pas interdit. Donc dans cette interview et cette première partie que j'ai enregistrée avec lui il y a quelques temps de cela, donc je suis habillé différemment bien évidemment à ce moment-là, eh bien on va poser les bases et on va définir ensemble, il va nous parler de qu'est-ce que le burn-out. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introverti ou en manque de confiance. Avant de lancer le jingle et donc de commencer cette première partie d'interview, je t'invite bien évidemment à liker cette vidéo, à la commenter. Si tu as des questions, des remarques, des réflexions, des retours d'expérience par rapport au burn-out, par rapport à Jérémy, par rapport à moi, par rapport à tout ce que tu veux, tu te lâches dans la fenêtre de commentaires, à la partager cette vidéo et si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Maintenant que tout mon blabla de présentation est fait, je vais lancer le jingle. C'est parti! Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue donc pour cette interview où je vais donc poser des questions à Jérémy le Frugaliste. Jérémy, c'est pas la première fois que je le reçois. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur Jérémy, on a effectué une première interview donc qui est présente sur la chaîne. Je mettrai bien évidemment le lien. Mais aujourd'hui, Jérémy est venu nous parler du burn-out. Alors Jérémy, bonjour. Bonjour. En résumé, dis-nous qui tu es et qu'est-ce qui t'a conduit à nous parler aujourd'hui du burn-out, justement. Ok, bonjour Cédric, bonjour à toi qui nous regarde. Waouh, c'est jamais facile de se présenter comme ça parce qu'on sait jamais exactement par quel bout attaquer. Et puis, bon, écoute, on va essayer, on va tenter un angle. Voilà, même si évidemment ce sera toujours réducteur. Je m'appelle Jérémy. Tu me connais peut-être parce que j'ai commis une chaîne YouTube qui s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. J'ai écrit un livre sur l'indépendance financière. Je suis investisseur, je suis formateur et j'aide les gens qui me suivent, qui me regardent et mes clients justement à se protéger, à faire en sorte d'être plus en sécurité à long terme. Et ça passe évidemment par le côté financier, mais ça a un but, ça a un sens, c'est d'essayer de profiter de la vie le plus possible. Et je suis convaincu que c'est extrêmement important aujourd'hui plus que jamais d'essayer de se protéger, évidemment, de se protéger pour pas être victime d'un employeur, pour pas être victime d'un boulot, d'une situation dans laquelle, on est au travail et on puisse à un moment donné se retrouver en difficulté, on puisse se retrouver parfois en train de craquer au travail. Et c'est la raison pour laquelle on parle de burn-out, c'est que au fond, une des façons de se protéger du burn-out, c'est aussi d'être capable de prendre du recul, de dédramatiser évidemment, mais aussi d'être plus en sécurité à long terme. Et ça passe aussi évidemment, si tu comprends, par un aspect financier. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plus sur le burn-out parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai eu des personnes très proches qui ont été victimes du burn-out. J'ai été victime du burn-out moi-même. C'est dur, c'est difficile. On peut mettre des années à remonter la pente. Et le message que je veux avant tout faire passer aux gens
qui se posent peut-être la question de savoir s'ils en ont été victimes ou s'ils en sont victimes. D'abord, moi, je veux leur dire un truc, c'est que c'est pas de ta faute si tu as fait un burn-out ou si tu te sens victime du burn-out aujourd'hui. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est de la faute du système qui broie les gens, qui va les essorer, qui va les presser comme des citrons, tu vois, pour essayer d'en extraire la dernière goutte et qui, à la fin, va les jeter comme des Kleenex. Nul n'est irremplaçable, aujourd'hui plus que jamais. Et demain, demain, c'est en train de se produire, hein, c'est les robots qui sont en train d'arriver. Ça va aller beaucoup plus vite qu'on l'imagine, hein, les robots. D'ici 5 ans, il va commencer à y en avoir un peu partout dans les usines. Il faut en être conscient. Donc ça va commencer par ça, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On essaye de se mettre encore plus la pression, on essaye d'être encore plus concurrentiel, on essaye d'être encore plus productif, d'être une meilleure machine, d'être encore meilleur, ou sinon, on essaye justement de se mettre sur le côté, de réfléchir un petit peu à la situation et d'essayer de se protéger. Essayer de se protéger de ça. Il y a une situation qui est insupportable et dont il me semble que j'avais déjà parlé dans notre premier podcast, mais je voudrais la rappeler rapidement. C'est l'horrible cas de France Télécom. Quand France Télécom est devenue Orange. Donc ça remonte déjà, c'était il y a 20 ans, tu vois, c'était 2004. Ouais. C'était l'État français qui avait des parts dans France Télécom et qui s'est désengagé et qui est passé actionnaire minoritaire à moins de 50%. Donc ça veut dire que ça a engagé la privatisation de l'entreprise qui est devenue France Télécom, qui est devenue Orange. Et on a embauché un monsieur, Didier Lombard. Alors j'ai un doute si c'est Lombard ou Bompard. À chaque fois je confonds, mais bon bref, vous irez voir sur machin. Et ce monsieur, en fait, si tu veux, il a été embauché pour dégager les gens, tu vois. Quand je dis de dégager les gens, ça a été 26 000 personnes de l'entreprise qui ont été virées. Et il avait dit qu'il voulait les virer par la porte ou par la fenêtre. Il fallait qu'ils partent. Et si tu veux, ce mauvais jeu de mots, il a abouti à des drames, à des vrais drames, puisqu'il y a eu des suicides. Je m'en souviens. On s'en souvient, ça a été documenté, etc. Ces gens-là ont été condamnés par la justice. Donc la justice est passée, elle a confirmé qu'il y a eu des cas de harcèlement par un système qui a été mis en place pour mettre la pression. En fait, si tu veux, l'idée, c'était qu'ils voulaient pousser les gens à partir. Comme ça, ils n'auraient pas à payer de chômage. Tu vois, voilà. S'ils étaient virés, il fallait payer du chômage. Il n'y avait pas de rupture conventionnelle à l'époque, il n'y avait pas tout ce système-là. Et donc, exact. Du coup, tu démissionnais, tu prenais tes clics et tes claques, et puis tu n'avais pas d'avantages. Tu perdais tous tes avantages d'ailleurs. Exactement. Et donc, du coup, l'idée, c'était de se dire qu'on allait harceler. Ça a été organisé, hein, ça a été documenté. C'était de créer une forme de harcèlement au sein de l'entreprise pour pousser les gens à partir. Et je me suis toujours dit, mais que c'était horriblement dégueulasse ce qui s'était passé, parce qu'on avait des gens qui avaient une compétence forte, énorme, des ingénieurs qui étaient dans l'entreprise depuis parfois plus de 30 ans, et qui se retrouvaient du jour au lendemain dans un centre d'appel à faire du phoning, tu vois, où en fait, leur savoir-faire, leurs compétences étaient complètement dénigrées. Et en fait, si tu veux, je me suis toujours dit, mais si ces gens-là avaient eu une porte de sortie, avaient eu un espoir de se dire au fond, tu sais quoi, patron, je me casse. Tu sais quoi? Merci, patron, ciao. Tu sais, comme il y avait une pub il y a quelques années, le type qui a gagné au loto, là. Voilà, c'est ça. Qui est déguisé en canard ou je sais pas quoi, en poussin, et qui se met à courir en disant au revoir, président, au revoir. Mais c'était à la même époque en plus. Hein. C'était à la même époque. C'était à la même époque. Hein. Ouais, c'était dans les années 2004 par là. Donc bon, bref, tu vois, on est en plein dedans. Et ça, évidemment, toi qui nous écoutes, tu sais très bien que ça s'est pas arrangé en 20 piges, puisque ce qui était de l'ordre de l'exceptionnel, c'est presque devenu la norme au fond, c'est marche ou crève, quoi. Et ça, je trouve ça inadmissible. Et je veux aider les gens à s'en sortir, à éviter de tomber dans ces pièges-là. Parce que moi-même, je l'ai vécu, parce que toi-même, Cédric, tu l'as vécu aussi, je crois. Non ? Non, moi, j'ai fait une dépression, mais j'ai pas fait le burn-out. En fait, si tu veux, c'est ça qui est dur, c'est que le burn-out, les gens vont se demander, mais c'est quoi au fond ? Bon.
Oui, j'allais te poser la question. Alors du coup, voilà, définition du burn-out et puis les symptômes. En fait, le burn-out, c'est une expression à l'américaine, un peu à la mode, dont on entend parler aujourd'hui, voilà, un peu partout. Mais ça n'a rien de nouveau, le burn-out. Ça existe depuis très longtemps. Ça a commencé vraiment au début des années 90, hein, et en fait, c'était un syndrome. Le nom médical, c'est un syndrome de surmenage professionnel. Voilà, tout simplement. Mhm. Euh, mais les Américains ont été assez précurseurs là-dessus, et c'est vrai qu'il faut quand même leur reconnaître ça. L'expression burn-out, elle est bien trouvée, parce que c'est le sentiment d'être brûlé, d'être consumé. C'est un peu l'image d'une allumette, tu sais, que tu tiens dans la main et qui a cramé, tu vois. Elle est toute sèche, elle est recroquevillée sur elle, comme ça, un peu rabougrie, et puis elle n'a plus rien à donner. Bon, elle est bonne à jeter à la poubelle, cette allumette. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est un tas de cendres. Et au fond, c'est ça le burn-out. C'est quand tu te réveilles un jour et que le corps ne peut plus. C'est que c'est vide à l'intérieur. C'est que tu as envie d'y aller, tu sais que tu dois le faire, tu sais qu'il faut encore serrer les dents pour quoi au fond? Pour avoir ton chèque à la fin du mois. Et il y a plein de gens qui sont contraints, qui sont dans des situations comme ça. Et c'est tout à leur honneur de se sacrifier pour ça. Mais au fond, c'est quand le corps n'y arrive plus. C'est quand il y a un manque comment dirais-je, d'accord entre toi, ce qui fait que tu te sentirais épanoui, et ce que tu fais. Alors ça peut prendre des tas de formes, hein, au travers de ça. Ça peut prendre des formes où les gens sont effectivement dans un stress, où on leur demande d'être plus, donner plus vite la machine. Il y en a d'autres chez qui c'est quasiment exactement l'opposé. C'est-à-dire qu'ils s'embêtent au travail, ils s'ennuient. Parce que ce qu'on leur demande de faire, moi j'avais connu une fille qui avait vécu ça. Elle travaillait pour l'administration judiciaire à l'époque. Et en fait, son travail de la semaine, elle le réalisait montre en main en 2 heures. Et ensuite, voilà, je te jure que c'est vrai. Alors, attention, hein, je suis pas en train de dire que les fonctionnaires sont des feignasses, hein. Il y en a, mais il y a aussi des fonctionnaires qui travaillent comme des acharnés. Je suis pas en Il train faut arrêter un petit peu avec le, comment dire, l'image, du bashing, machin. Voilà, c'est ça. l'image du fonctionnaire feignant, tout ça. Bon, on va pas discuter politique là, mais Pas du tout. pour les mecs, c'est juste pour justifier justement encore moins d'État. Et puis voilà. Donc, On est parfaitement d'accord, et il y en a qui bossent comme des acharnés. Mais elle, en l'occurrence, en 2 heures, elle faisait son taf de la semaine. Je te jure que c'est vrai. Bah du coup, elle s'embêtait, quoi, parce que elle pouvait pas faire autre chose, tu vois. et te demander, moi, parce que moi, tu me donnes 2 heures comme ça, tu me payes à la semaine, je peux te dire que j'apprends de nouvelles choses, je me documente, enfin, moi, je peux pas rester comme ça, les bras croisés à rien faire. Voilà, et puis tu te dis au fond, moi je m'en fous, si j'ai une connexion internet et puis un clavier, un écran, vas-y, ça roule, quoi. Mhm. On peut toujours faire des choses. Bah oui, mais non, c'était pas possible. Voilà, tu sais, c'était dans les bureaux, open space, tout le monde regarde tout le monde épie tout le monde, voilà, donc non. Et elle y est restée, je crois, un peu plus d'un an à peine, et puis elle s'est sentie inutile. Elle s'est sentie inutile, elle servait à rien. Et Mais il y a alors, question par rapport à ça. Tu me dis, elle était en open space. Elle était toute seule à rien faire, à qui on donnait rien, ou ils étaient tous comme ça? Est-ce que tu sais ça? Non, il y en a qui travaillaient beaucoup. Il y en a qui travaillaient beaucoup et qui étaient sur des choses très compliquées. Et il y en a qui n'en foutaient pas une, hein. Enfin, volontairement qui n'en foutaient pas une, ou involontairement qui subissaient le truc, du coup. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, je dirais les deux, hein, mon capitaine, hein. Mhm. Rien jamais blanc ou noir. Il y avait des deux, hein, tu sais, dans les. Oui, Ah oui. ouais, ouais, tout à fait. Donc, Et à voilà. côté de ton collègue qui bosse à fond, puis toi, tu es là, bon, c'est fini. Bah ouais. Et en fait, si tu veux, ce qui est vraiment Ça la injuste fout aujourd'hui, mal à c'est qu'il l'aise. y a plein de personnes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au travail, et peut-être pour avoir plus d'argent, peut-être pour mieux s'en sortir, peut-être Mhm. pour espérer progresser, etc. Tu vois, ou qui aiment aussi le goût du travail bien fait. Aussi Oui, simple que oui, ça. oui, oui, oui. Et au fond, eh ben, tu te rends compte que quoi que tu fasses, ça ne sert à rien. Ça n'est pas apprécié. Et de toute façon, même si tu fais bien les choses,
au fond, personne n'en a rien à faire. Il y avait Moi, j'ai vécu ça. C'est vrai? Et comment tu l'as vécu, toi, personnellement? Bah, j'ai donné alors moi, c'était, du temps où je bossais à Roissy Ouais, et en fait, on perd le contrat Air France, donc je faisais partie d'une société, qui s'occupait de contrôle de passeport, enfin, c'était du consulting en sécurité, en sûreté aéroportuaire. Et donc la société pour laquelle je bossais a perdu le contrat et comme on en avait, quasiment tous marre parce qu'il y avait une mafia à l'intérieur, ethnique en plus de ça, donc c'était, tu vivais une forme de racisme, si tu veux, à l'envers. Voilà, même si c'est pas très politiquement correct, mais c'était et puis c'est pas forcément, ce qu'on pense. Pour parler dans l'air du temps, c'était ni des noirs ni des arabes, justement et enfin bref et donc on s'est tout en fait, là, il y a eu la nouvelle société qui a repris ça, ce contrat Air France et on a été 85 sur un service qui devait compter, allez, je vais te dire 150, un effectif de 150 personnes. Et ouais. au siège, il disait à la déléguée syndicale, ouais, ils vont être 5, 5, 6. Vous êtes sûr de ça? On a été 80 à poser notre démission ou Bon. 80 ou 85 et en fait, donc j'ai été dans cette nouvelle société où directement j'ai parlé au patron, j'ai dit voilà, moi voilà mes diplômes, j'ai bac+8 pour information et là je suis employé à faire des conneries. Et il était ébahi il a fait ouais. Et donc je lui explique grosso modo que je peux donner mieux que ça. Bien Moi, je sûr. suis un gâchis de compétences, honnêtement, sans faire de l'esbrouf ou quoi que ce soit. Objectivement, quand tu es ingénieur ou je ne sais quoi, bon, j'ai rien contre cette corporation, mais si tu es employé à vider les poubelles, il y a quand même un gâchis de compétences. On est d'accord. Ah, C'est pas sur cette corporation en qui j'ai le plus profond respect. J'ai déjà bossé dans le nettoyage, donc je sais de quoi je parle. Mais voilà. Donc, et là, il me met en tant que formateur d'agents sur place. J'ai formé une trentaine d'agents à l'œil, à l'œil, sachant qu'il me promettait, il me faisait miroiter comme ça le contrat et tout. Et dès l'instant parce que quand il a repris la société, donc lui, c'était le directeur des opérations, il y avait rien qui était prêt. Enfin, on devait communiquer avec nos portables personnels, il n'avait pas de talkie-walkie. Enfin, c'était du grand n'importe. C'était un bordel sans nom le premier jour. Enfin, la première semaine, c'était catastrophique. On en aurait dit, et la société, tout le monde connaît le nom, hein. Et mais on était vraiment des guignols. Et donc j'ai aidé tout ça, j'étais à fond là-dedans. Il m'a dit maintenant tu vas former des agents. Et une fois que j'ai terminé, allez, on était trois à former. Hop, on nous a dégagés, on nous a remis à notre place. Et il y en a deux autres qui sont venus qui Bah, tiens. connaissaient rien. Enfin, il y en avait un, ça allait, mais c'était un vrai connard, il faut dire ce qui est. Enfin, objectivement, Ça c'est arrive, bien. hein. Voilà. Et l'autre était délégué syndical. Alors, il y a une règle dans les grandes entreprises, c'est en fait, pour avoir une réforme structurelle au sein de l'entreprise, de la façon de travailler, etc., il te faut la signature d'un seul syndicat. Donc, lui faisait partie alors c'était pas la CGT, c'était la CGC, la Confédération des cadres, c'est-à-dire qu'il représentait au sein du service deux personnes, grosso modo, le directeur et le directeur adjoint, c'est tout ce qu'il pouvait défendre. Et le mec, il n'en ramait pas une, mais il votait. En fait, il donnait sa signature pour que la société ne paye pas les heures supplémentaires.
Du coup, il le foutait tranquille, le mec, il jouait au solitaire, les gars, les collègues, ils étaient en train de courir partout parce qu'il manquait toujours des effectifs. C'était la cohue. Lui, il était en train de jouer au solitaire. Il n'y connaissait rien aux procédures, rien du tout. Et il a fini au fond d'un placard, mais ça lui allait bien. Et puis, il s'occupait, à la fin, les derniers temps que je l'ai vu, il s'occupait des uniformes et il était dans un sous-sol de Roissy planqué. Donc, il avait son ordinateur et s'il avait 3 personnes qui venaient dans la semaine, c'était tout. Mais alors, autant je l'ai haï sur le moment, et j'ai dit, mais comment qu'ils font pour garder ce gars-là? Après coup, longtemps après, j'ai compris. Et en fait, mon erreur, ça n'a pas été de copiner avec lui. Finalement, j'aurais eu j'aurais eu des scrupules, mais ça aurait été, ça aurait été bien, en fait, stratégiquement, de copiner avec lui. Et après, j'aurais eu une bonne place. Mais Au fond, tu sais, c'est ça la question, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que au sein de l'entreprise, c'est la prime au savoir-faire? Est-ce que c'est la prime à la compétence? Est-ce que c'est la prime à l'expérience? Est-ce que c'est, tu vois ce que je veux dire? Et si tu es dans une entreprise, et ce que tu as vécu malheureusement, c'est terrible, hein, et c'est profondément injuste, mais c'est une réalité que tellement de gens vivent aujourd'hui. Voilà, si t'es pas copain avec un tel, si t'as pas les bonnes connexions, si t'as pas fait la lèche au bon moment, etc. Et on voit qu'au fond, ceux qui ont les postes les plus avantageux sont pas nécessairement ceux qui ont les meilleures compétences. Alors pas toujours, hein, il y a aussi des entreprises dans lesquelles ça se passe très bien, enfin très normalement, tel que ça devrait. Mais du coup, toi, quand tu as une expérience, un savoir-faire, une expertise qui a de la valeur et que tu n'es pas valorisé à ta juste valeur, hein, voilà, quand tu es dénigré, quand tu es mis dans un coin, dans un placard, ou quand, comme c'est ton cas, on t'utilise et puis ensuite, ben voilà, on te remet en place sans un merci, sans rien, tu vois, ben c'est extrêmement frustrant, c'est injuste parce qu'on s'est servi de toi et puis voilà, on s'est servi de toi parce que bah, voilà, tu vois, ouais, parce que t'es bon et puis t'es gentil, puis voilà. Mais si t'étais si compétent que ça, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui est absolument horrible. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment, si tu l'as pas fait, de la commenter, de la liker bien évidemment, de la partager, de te lâcher dans la fenêtre de commentaires pour savoir, pour nous faire partager ton retour d'expérience, pour poser des questions sur Jérémy, sur le burn-out, etc., sur le sujet bien évidemment. Et maintenant, pour aller plus loin, je t'ai mis tous les liens, donc comme je le disais, dans l'interview pour rejoindre Jérémy, et puis de cette fameuse formation pour te prémunir, te sortir du burn-out. Si c'est le cas, eh bien le lien est dans la fenêtre, dans la description, puis je le mettrai aussi dans la fenêtre de commentaires, je l'épinglerai dans la fenêtre de commentaires. Voilà, alors maintenant c'est terminé, on se retrouve pour une deuxième partie que je vais publier prochainement, et en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée, et je te fais des bisous. Premier baiser échangé sur une plage en été. Tu réfléchis 2 minutes. Qu'est-ce qu'on a de précieux? Le temps. Le reste, c'est rien. Le reste, c'est pot de balle. Le pognon, c'est de la liberté. Et l'argent, nos chers dirigeants se font un plaisir de l'imprimer à gogo, à tel point qu'il n'a plus aucune valeur. Et pourtant, cet argent-là, là où c'est dégueulasse, c'est que toi, tu as trimé pour l'obtenir, pour travailler. Tu as dû littéralement échanger ton temps de vie pour de l'argent. C'est ce qu'on appelle être salarié. Hein. Et je dis ça sans mépris pour le salariat, hein, vraiment. Mais en fin de compte, quand tu te rends compte de ce truc-là, tu te dis qu'en fait, c'est pas juste, quoi. Il faudrait absolument trouver tous les moyens pour faire en sorte que ton argent, il travaille à ta place, même un petit peu, tu vois.